Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un épisode de Plus belle la vie où chaque scène frappe comme un coup de massue, où les masques tombent, et où les choix faits dans l'ombre laissent des traces impossibles à effacer. Dans le résumé détaillé de l'épisode 485, la tension atteint un point de rupture. Chloé est acculée, soupçonnée, mise en examen, et surtout séparée un peu plus chaque jour de ce qu'elle a de plus précieux. Face à elle, la justice doute, la police insiste, et ceux qu'elle espérait voir la défendre préfèrent se taire pour se protéger. Une mère isolée, prête à tout pour sauver sa fille, mais condamnée à se battre presque seule. Pendant ce temps, d'autres lignes de fracture apparaissent. Nisma, épuisée par son dévouement constant aux autres, ignore les signaux d'alarme que son propre corps lui envoie. L'arrêt imposé par Léa n'est plus une simple recommandation médicale, mais un avertissement sérieux. Continuer ainsi, c'est risquer l'effondrement. Au Mistral, Baptiste s'enfonce dans une zone grise dangereuse, renouant avec des affaires troubles qui pourraient bien lui coûter cher. Un geste de trop, une rencontre de trop, et les conséquences pourraient devenir irréversibles. Et pendant que certains luttent pour survivre, d'autres voient la vérité éclater. Le mensonge de Géraldine est enfin dévoilé. Une fausse grossesse, une manipulation glaciale, et un engrenage qui a détruit bien plus qu'elle ne l'imaginait. Yann sait désormais, mais choisira-t-il la vérité, ou le silence par peur de tout perdre? Sans oublier un moment suspendu, à la fois tendre et douloureux, entre Barbara et Jennifer. Une tentative maladroite, presque absurde, de réparer une amitié blessée. Rien n'est réglé, rien n'est effacé, mais quelque chose résiste encore sous les décombres. Un épisode dense, chargé d'émotions, où la peur, la culpabilité, la fatigue et l'amour s'entremêlent, et où chaque personnage se retrouve face à une question essentielle: jusqu'où peut-on aller pour se protéger sans se perdre soi-même? Installez-vous confortablement, car l'épisode 485 de Plus belle la vie ne laisse aucun répit. Ici, chaque silence parle, chaque regard trahit, et chaque décision peut tout faire basculer. Au commissariat du Mistral, la tension est palpable. Assise face à Idriss, Chloé garde le silence, les yeux rougis, une valise posée à ses pieds. Le policier, patient mais ferme, la fixe. « Ouvrez la valise, Chloé. » Elle hésite, le souffle court. « Pourquoi ? » ?»« Pour qu'on sache si vous comptiez fuir avec votre fille. Vous avez été arrêté devant l'école, avec cette valise. » Les doigts tremblants, Chloé tire la fermeture éclair. À l'intérieur, quelques vêtements d'enfant, un doudou, un passeport, et un dessin d'Elena. Aucune trace de bijoux. Idriss soupire, adoucissant légèrement le ton. Et les bijoux? Où sont-ils? Chloé secoue la tête, épuisée. Je n'ai rien volé, Idriss. Je ne voulais pas fuir, je voulais juste protéger ma fille. Un silence pesant s'installe. Malgré la fermeté de son rôle, Idriss semble touché. Vous avez franchi une ligne. Mais si vous voulez encore prouver votre bonne foi, c'est le moment. Chloé relève la tête, déterminée malgré les larmes. Très bien. Je vais coopérer. Mais je veux qu'Elena reste avec moi. Quelques heures plus tard, Chloé sort de garde à vue. 24 heures d'interrogatoire, 24 heures d'humiliation. Elle est désormais mise en examen pour tentative d'enlèvement et recel présumé de vol. À sa sortie, Baptiste l'attend, inquiet. Ils t'ont relâché? Sous contrôle judiciaire. Murmure-t-elle, vidée. Tu dois te battre, Chloé. Tu ne peux pas les laisser gagner. Elle baisse la tête, lasse. Je n'ai plus la force, Baptiste. Ils ont tout détruit. Il pose une main sur son épaule, avec douceur. Alors laisse-moi t'aider. On va se battre ensemble. Pour toi, pour Elena. Pendant ce temps, à l'appartement des Marcy, Mathis dépose soigneusement sa lettre au Père Noël sur la table. Thomas la trouve et la lit à voix basse, ému. Cher Père Noël, je veux juste que tout le monde soit là pour ouvrir les cadeaux. Papa, papy, mamie, et aussi Elena. Parce qu'elle est triste, et maman Chloé aussi. Les mots d'un enfant, simples et désarmants. Quand Baptiste lit la lettre à son tour,
il reste silencieux, la gorge nouée. Plus tard, il l'attend à Chloé. Elle la lit, tremble légèrement puis fond en larmes. Même lui il comprend mieux que les adultes. Murmure-t-elle. Baptiste lui prend la main. Alors promets-moi une chose, tu ne baisseras plus jamais les bras. Dans ses yeux embués, une lueur renaît infime, fragile, mais réelle. Celle d'une mère prête à tout pour se relever et retrouver enfin sa fille. Dans la petite chambre encore plongée dans la pénombre, Nisma émerge difficilement du sommeil. Son téléphone vibre sans relâche sur la table de nuit, appel manqué, message non lu, notification d'agenda, rappel d'association, tout s'enchaîne sans fin. Elle grogne, les yeux à peine ouverts, puis finit par attraper l'appareil. Une centaine d'alertes s'affichent. Oh non, pas encore, murmure-t-elle, la voix rauque. Elle essaie de couper les sons, mais à peine a-t-elle posé le téléphone qu'un nouveau bip retentit. C'est comme si tout le monde voulait quelque chose d'elle au même moment, sans pause, sans respiration. La porte s'ouvre doucement, Apolline entre, inquiète. Tu n'as pas répondu à mes messages. Je me suis dit qu'il y avait un problème. Nisma tente de se redresser, mais sa tête tourne. C'est rien, juste un coup de fatigue. Tu dis ça depuis 2 semaines, Nisma. J'ai fait venir Léa. Elle est là. Léa Nebou entre, sac médical à la main. Bonjour, Nisma. On va faire un petit check-up, d'accord? Nisma tente de protester. C'est pas la peine, je vous jure, ça va passer. Justement, on va vérifier. Répond Léa calmement. Elle prend sa tension, écoute son cœur, observe son teint. Quelques minutes suffisent pour que son visage se ferme légèrement. Tu as une tension un peu basse, et tes signes de fatigue ne sont pas anodins. Tu dors mal, tu manges peu, et tu es hyper sollicité. Ce n'est pas juste un coup de mou, Nisma. Apolline croise les bras, l'air grave. Dis-lui, Léa. Dis-lui qu'elle doit s'arrêter. Léa hoche la tête. Je te prescris un arrêt de travail de 15 jours. Et je veux que tu coupes ton téléphone. Vraiment. Nisma sursaute, presque choquée. 15 jours? Mais c'est impossible, j'ai des gens à aider, des collectes à organiser, une réunion demain. Non. Tu as un corps à préserver. Répond Léa fermement. Apolline souffle, les bras croisés. Tu crois qu'elle va respecter l'arrêt? Léa esquisse un demi-sourire triste. Honnêtement? Non. Mais si elle ne l'écoute pas maintenant, elle va finir par s'effondrer. Ce sont des signes avant-coureurs d'un burn-out. Nisma détourne le regard, incapable de répondre. Son téléphone se remet à vibrer encore. Cette fois, Léa le prend et le met sur silencieux. 15 jours, ni SMA. Pas pour le monde. Pour toi. La jeune femme baisse enfin la tête, les yeux brillants, consciente que son corps tire la sonnette d'alarme. Mais au fond d'elle, elle ne sait toujours pas comment faire pour s'arrêter d'aider les autres. Un peu plus tard, au café de la résidence, Apolline retrouve Steve, Yolande et Jules, l'air grave. Elle pose son sac, sort un papier plié, l'arrêt de travail de Nisma et le dépose sur la table. 15 jours. C'est ce que Léa lui a prescrit. Mais elle ne compte pas lever le pied. Steve écarquille les yeux. 15 jours? Nisma? Tu rêves, elle tiendra pas 15 heures. Jules acquiesce, l'air soucieux. Elle dort à peine, elle court partout et maintenant elle veut encore lancer une collecte pour Noël. Apolline soupire, lasse. Si on la laisse faire, elle va finir en burn-out complet. Léa m'a prévenu. Il faut qu'elle déconnecte, vraiment. Yolande, pensant à voix haute, esquisse un sourire malicieux. Déconnecter, oui ou mieux, partir. Steve la regarde, intrigué. Partir? Oui, voyager. Répond Yolande, enthousiaste. Changer d'air, voir autre chose, ne plus entendre les téléphones, les réunions, les gens qui pleurent ou qui demandent. Une cure de grand air, ça guérit plus qu'un médecin. Apolline, un peu amusée,
secoue la tête. Vous voulez l'envoyer où, exactement? En retraite spirituelle? Yolande hausse les épaules. Peu importe. L'important, c'est de lui faire comprendre qu'elle existe en dehors des autres. Steve renchérit. Si elle refuse, on la kidnappe pour de faux. Genre, surprise, t'es en vacances. Il rit, mais sous le ton léger, l'inquiétude reste palpable. Pendant ce temps, au Mistral, Baptiste retrouve un homme louche près d'une camionnette. Il jette plusieurs coups d'œil autour de lui, nerveux. T'as ce que je t'ai demandé? Murmure-t-il. L'homme hoche la tête et ouvre le coffre. Une transaction rapide, discrète mais risquée. Car quelques minutes plus tard, un autre individu s'approche, menaçant. T'étais pas censé revenir ici. Baptiste recule d'un pas. Je fais juste mon boulot, c'est tout. L'autre ricane. Ton boulot, c'est de fermer ta gueule. Un coup par brutal, sec. Baptiste s'écroule au sol, sonné. C'est ce genre d'affaire, déjà, qui lui avait valu le fameux œil au beurre noir. Au loin, quelqu'un l'a vu. Une ombre observe, téléphone à la main. Et si cette fois, les ennuis de Baptiste Marcy prenaient une tournure bien plus grave? À l'hôpital de Marseille, le silence pèse lourd dans la chambre où repose Charles Duvivier. Toujours plongé dans le coma, relié à des machines, son état n'évolue pas. Les infirmières passent sans un mot, le visage fermé, tandis que Géraldine et Yann gardent leur rôle d'âmes affligées. Dans le bureau du commissariat, Idriss feuillette le dossier. Les perquisitions chez Chloé et Baptiste n'ont rien donné, pas la moindre trace des bijoux manquants. Pourtant, son instinct lui souffle que quelque chose cloche. Rien chez elle, rien chez lui, pas de mouvement bancaire suspect. Boé hausse les épaules. Peut-être qu'ils disent vrai. Idriss secoue la tête. Ou peut-être qu'ils sont plus malins qu'on le croit. Baptiste a déjà été mêlé à des histoires louches, et Chloé n'a plus rien à perdre. Il ferme le dossier d'un geste sec. Pour moi, ils sont complices. Au Mistral, l'ambiance est plus douce, mais teintée d'inquiétude. Barbara s'installe au comptoir, l'air préoccupé. Gabriel, de passage, remarque aussitôt son expression. Tu n'as pas l'air dans ton assiette. C'est Jennifer, elle ne répond pas à mes messages depuis des jours. J'ai peur qu'elle m'en veuille encore. Gabriel hoche lentement la tête. Elle est en maison de repos, tu le sais? Elle récupère. Barbara soupire. Oui, mais j'aimerais juste savoir comment elle va. Gabriel pose une main bienveillante sur son épaule. Laisse-lui du temps, Barbara. Tu sais, les gens blessés ne se réparent pas en une semaine. Elle t'aime bien, mais pour l'instant, elle a besoin de silence. Barbara baisse les yeux, un peu émue. Je crois que c'est la première fois que quelqu'un me manque sans que je puisse rien faire. Gabriel sourit avec douceur. C'est peut-être ça, l'amitié. Savoir attendre. La scène s'achève dans une atmosphère mélancolique, entre espoir fragile et inquiétude diffuse. Pendant qu'au commissariat, Idriss, lui, se prépare à rouvrir le dossier du Vivier, convaincu que la vérité, tôt ou tard, finira par éclater. La scène commence en douce comédie, sous un ciel bleu pâle au-dessus d'une grande maison de repos entourée de pins. Barbara, dissimulée derrière un buisson, observe les lieux avec des jumelles de théâtre empruntées à Luna. À ses côtés, Thomas chuchote. Tu veux vraiment faire ça? C'est de la folie, Barbara. Folie ou pas, je dois lui parler. Gabriel nous a menti sur l'adresse, maintenant on sait où elle est, alors j'y vais. Et tu comptes y aller comment? Par la grande porte? Trop risqué. On escalade. Thomas soupire profondément. Non, tu escalades. Moi, je suis juste la courte échelle. Et si on se fait choper, tu diras que j'étais contre. Évidemment. Allez, baisse-toi. Barbara prend de l'élan, grimpe maladroitement sur les épaules de son frère, puis tente de se hisser au-dessus du mur. Pousse un peu plus fort. Je peux pas, t'es plus lourde que la dernière fois. Quoi?
Enfin t'as plus de caractère, voilà. Un dernier effort, un cri étouffé et splash. Barbara retombe lourdement de l'autre côté, dans un petit bassin décoratif peuplé de canards. De l'extérieur, Thomas retient un fou rire. Tout va bien? Si t'appelles ça bien, oui. Je suis trempée. Barbara émerge, dégoulinante, les cheveux collés, ses vêtements ruisselants. Un canard s'éloigne, indigné. Elle se relève tant bien que mal, et c'est là qu'une voix douce, presque surprise, s'élève derrière elle. Barbara? Elle se retourne, Jennifer est là, assise sur un banc, un livre à la main, les yeux écarquillés. La scène est surréaliste, la première, trempée comme après un orage, la seconde, paisible, entourée de fleurs et d'un calme absolu. Tu m'espionnes maintenant? Demande Jennifer, mi-gênée, mi-amusée. Barbara bafouille, essuyant ses cheveux trempés. Non, je voulais juste te parler. J'ai cru que t'avais besoin de moi. Enfin que t'avais peut-être envie de me voir. Jennifer referme doucement son livre. Et pour ça, t'as traversé un mur et un bassin à canards? J'étais motivée. Un silence. Puis un sourire sincère naît sur le visage de Jennifer. Elle se lève, s'approche, et lui tend une serviette. Allez, viens t'asseoir. T'es complètement folle, mais ça me touche. Barbara rit, trempée, émue. Entre deux éclats de rire, Thomas, de l'autre côté du mur, crie. Alors? Ça valait le bain? Barbara lui répond en riant. Oui. Et dit à Gabriel qu'il peut garder ses secrets, je les retrouve toute seule. Et, pour la première fois depuis longtemps, Jennifer et Barbara éclatent de rire ensemble, comme si la maladresse de ce plongeon avait lavé toutes les tensions du passé. Sous le ciel gris d'hiver, Barbara, trempée, grelottante, se tient toujours face à Jennifer, dont le regard froid tranche avec la douceur du jardin. L'atmosphère est lourde, tendue, presque irréelle, le clapotis de l'eau contraste avec la distance glaciale entre les deux femmes. Jennifer referme son livre lentement et lâche d'une voix ferme. T'as fait tout ça pourquoi, Barbara? Parce que tu t'ennuies. Non, je voulais juste m'expliquer. Jennifer lève la main, la coupe sèchement. Garde ta salive, je n'ai pas l'intention de te pardonner. Le coup est rude. Barbara baisse la tête, honteuse, les cheveux dégoulinants encore. Elle tente un sourire maladroit. Bon, au moins, je me suis fait un souvenir. Et un genou en vrac. Jennifer fronce les sourcils. Tu t'es fait mal? Juste un peu, quand je suis tombée dans ton bassin de canard. Eh bien, j'espère que c'est une double entorse, tiens. Le ton est sec, mais derrière la pique, une fissure d'émotion. Barbara la regarde, les yeux humides. J'ai été stupide. J'aurais dû te faire confiance. T'étais juste paumée, et j'ai réagi comme une idiote. Jennifer détourne le regard, fixant les arbres nus au loin. Un silence. Puis elle souffle. Ici, la bouffe est dégueu. Même les pâtes ont l'air tristes. Barbara esquisse un rire discret. Alors tu vois, t'as besoin de moi. Je t'apporte un plat du Mistral, quand tu veux. Promis, sans canard. Jennifer hésite, puis s'avance lentement vers elle. Son regard se radoucit. Elle retire son manteau et le pose sur les épaules tremblantes de Barbara. Tiens. T'as l'air misérable. Et tu vas tomber malade. Barbara relève les yeux, touchée. Merci. Je savais que t'avais pas un cœur de pierre. Jennifer soupire, lasse. Tais-toi avant que je regrette. Elle reste là, quelques secondes, dans un calme étrange, ni réconciliation, ni rupture. Juste deux femmes blessées, reliées malgré tout par quelque chose de plus fort que la rancune, une amitié cabossée, mais pas tout à fait morte. La scène se déroule dans le salon feutré de l'appartement de Géraldine, baigné d'une lumière dorée de fin d'après-midi. Yann est debout, le visage fermé, le regard noir. Dans sa main, son téléphone encore allumé. J'ai appelé ta gynéco.
Géraldine relève brusquement la tête, blême. Quoi? Elle m'a dit la vérité. T'as jamais été enceinte. Jamais. Un silence lourd s'installe, presque étouffant. Le souffle de Géraldine se fait court. Elle tente de détourner le regard, mais Yann s'avance, les mâchoires serrées. Dis-le. Pourquoi t'as menti? Parce que, souffle-t-elle, la voix tremblante. Parce que quoi? Parce que c'était la seule façon pour que tu sois crédible. Que Charles nous croie. Tu voulais qu'il t'accepte comme le père d'Elena, non? Alors j'ai fait ce qu'il fallait. Yann secoue la tête, incrédule. Ce qu'il fallait? Tu m'as embarqué dans un mensonge ignoble, Géraldine. Et maintenant, Chloé passe pour une voleuse, une manipulatrice. Tu réalises ce que t'as fait? Elle se lève, les yeux brillants, presque en transe. Chloé n'est pas une sainte. Elle voulait tout, l'enfant, la reconnaissance, l'argent. Moi je t'aime, Yann. Et j'ai voulu qu'on ait notre chance. Yann recule, écœuré. Tu m'aimes? Tu m'as menti, tu m'as utilisé, et maintenant tu mets une femme innocente derrière les barreaux. Elle n'est pas innocente. Rétorque-t-elle dans un cri déchirant. Elle t'a volé ton histoire, ton rôle de père. Moi, je voulais juste qu'on m'aime, moi aussi. Yann la regarde longuement, sans un mot. Ses traits se durcissent encore. Tu vas trop loin, Géraldine. Bien trop loin. Il s'éloigne lentement vers la porte, tandis qu'elle s'effondre sur le canapé, secouée de sanglots. La vérité vient de tomber comme une lame, et avec elle, la fin de toutes ces manipulations. Dans le reflet du miroir, Géraldine ne voit plus qu'une chose, la femme qu'elle est devenue, consumée par le mensonge. Le soir tombe sur Marseille, et l'air est chargé d'une tension étrange, presque fragile. Dans la lumière tamisée du pavillon des fleurs, Chloé s'affaire à ranger quelques dossiers quand Yann frappe doucement à la porte. Elle relève la tête, surprise, méfiante. « Qu'est-ce que tu veux encore, Yann ?» Il reste silencieux un instant, le regard perdu. Puis, d'une voix plus douce qu'à l'accoutumée. « Je voulais te dire que j'ai plus envie de te faire du mal. » Chloé reste interdite, comme figée entre colère et espoir. « Tu réalises ça maintenant? Après tout ce que t'as dit, tout ce que t'as fait? » Oui. Parce que j'ai compris que tout ça ne mène à rien. Son ton sincère la désarme un instant. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de Chloé sonne. L'écran affiche un nom qui la fait blêmir, Géraldine. Elle hésite, décroche. Géraldine? Qu'est-ce que tu veux? Une voix s'élève à l'autre bout du fil nerveuse, pressée. Passe-moi Yann. C'est lui que je veux. Chloé hésite, puis tend le téléphone à Yann, les mains tremblantes. Il prend l'appel à contre-cœur. Géraldine, qu'est-ce que tu fais? Yann, écoute-moi. Je sais que t'as parlé à ma gynéco, que t'as découvert la vérité mais ne dis rien, s'il te plaît. Si tu m'aimes un peu, ne détruis pas tout. Sa voix se brise. Un long silence s'installe. Yann ferme les yeux, las. Puis, d'un ton sec, il murmure. C'est fini, Géraldine. Il raccroche. Le silence retombe dans la pièce. Chloé le regarde, les bras croisés, le cœur battant. Alors? Tu vas enfin dire la vérité? Yann détourne les yeux. Non. Comment ça, non? Je suis désolée, Chloé. J'ai trop à perdre. Si je parle, je perds mon boulot, ma réputation, peut-être même ma fille. Elle s'avance, révoltée. Et moi alors? Tu crois que j'ai quoi à perdre? Ma vie entière part en morceaux à cause de vous. Yann baisse la tête, incapable de soutenir son regard. Il souffle, d'une voix presque éteinte. Je suis désolé. Vraiment. Puis il s'en va, sans un mot de plus, laissant Chloé seule, anéantie, son téléphone toujours dans la main, comme un symbole du mensonge qui vient de la frapper une fois de plus. À cet instant,
elle comprend qu'elle ne peut plus compter sur personne et qu'elle va devoir se battre seule pour sauver ce qu'il reste de sa vie. Et voilà, c'est ici que se referme cet épisode 485 de Plus belle la vie, mais certainement pas les blessures qu'il laisse derrière lui. Rien n'est réellement résolu. Chloé reste enfermée dans un combat injuste, coincée entre une vérité qu'on étouffe et un avenir qu'on lui vole peu à peu. Nisma, malgré les avertissements, marche encore sur le fil, incapable de penser à elle sans culpabiliser. Baptiste, lui, semble replonger dans des zones dangereuses, comme si le passé refusait de le laisser en paix. Et pendant que certains tentent de se relever, d'autres continuent de mentir, par peur, par faiblesse, ou par pur égoïsme. Ce qui frappe dans cet épisode, c'est cette sensation persistante d'étouffement. Chacun porte son fardeau en silence, chacun cache ses fractures derrière des excuses, des non-dits ou des sourires de façade. La vérité existe, elle est là, tout près mais personne n'ose encore la saisir de peur d'en payer le prix. Et pourtant, malgré la noirceur, une lueur subsiste. Dans un regard, dans une main tendue, dans une amitié cabossée qui refuse de mourir, dans l'instinct d'une mère prête à se relever encore une fois pour son enfant. Plus belle la vie nous rappelle ici que même lorsque tout semble perdu, il reste toujours un choix à faire, continuer à fuir ou affronter enfin la réalité. La suite promet d'être encore plus tendue, plus douloureuse, mais aussi décisive. Les masques vont-ils tomber? Les mensonges vont-ils enfin éclater? Et surtout, qui sera prêt à en assumer les conséquences? Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager votre ressenti en commentaire. On se retrouve très vite pour la suite de Plus belle la vie, là où chaque épisode rapproche un peu plus les personnages de la vérité ou de leur chute.